un immense chêne dont l'ombre allait couvrir toute la Normandie. Ce chêne, il allait naître 9 mois plus tard, se prénommer Guillaume. Guillaume Le conquérant. Ben, le bâtard, cette fois. C'est bon. On a qui suivent, c'est bien. Et il est bâtard. Et donc, son père va mourir en 1030, il est en 1027, son père meurt en 1035. Il n'a que 8 ans quand le père meurt. Et donc, tous les vassaux, à ce moment-là, profitant de la minorité du gamin, essaient de se soustraire à l'autorité du duc. Il va mettre 12 ans pour récupérer l'autorité sur le duché de Normandie, grâce à une bataille décisive qui aura lieu à côté de Caen, au Vallée d'Une. Nous sommes en 1047. Et voilà que 5 ans après, 1052, le territoire dans lequel nous sommes ici, qui est ce que l'on appelle le passé administrativement, PA2SAIS, la capitale en était Domfront, qu'on appelait dans ce temps-là Domfront en passé. C'est un terme que vous retrouvez, pour ceux qui connaissent un peu la région, dans Passé la Conception, qui à l'origine s'appelait Conception en passé. Eh bien, ce territoire n'est toujours pas normand. Il est aux mains de la famille de Bellême, qui jouit de sa position de marche entre Normandie, Bretagne et Anjou pour s'accommoder au gré des circonstances avec les uns et les autres, comme ça les arrange. Mais enfin, le statu quo est admis de tout le monde. Seulement voilà qu'en 1052, le comte d'Anjou investit Domfront. Rupture de l'équilibre, il ne faut pas venir chatouiller Guillaume à sa frontière, et il riposte, boute les Angevins hors du Domfrontais, et il récupère ce territoire, l'annexe définitivement à la Normandie. Et pour le mettre à l'abri des convoitises des Angevins et des Bretons, il va édifier une ligne de défense sud-ouest de la Normandie, une sorte de ligne Maginot avant l'époque, mais en plus efficace. Les grands verrous, ce sera Châtillon-sur-Colmont, c'est en Mayenne aujourd'hui. Ambrières, c'est en Mayenne aujourd'hui. Lacé, c'est en Mayenne aujourd'hui. Coupe-Train, c'est en Mayenne aujourd'hui. Et Alençon, la seule qui soit dans la Normandie actuelle. Vous voyez que la Normandie historique est plus importante que la région même réunifiée que l'on connaît de nos jours. Et, qui plus est, entre les positions fortes comme ça, il y a des petits castellets sur les hauteurs. C'est le cas à Madré. Seulement, seules les hauteurs l'intéressent. Les basses terres, ils les négligent. C'est la raison pour laquelle nous avons eu un Madré normand au cœur d'un Madré monceau. Et la frontière, elle va durer jusqu'à la Révolution. Et à la Révolution, eh bien, on va faire les départements. Seulement, à ce moment-là, le code civil, dit code Napoléon que nous gouverne aujourd'hui, n'existait pas. Il viendra que plus tard, justement, avec Napoléon. Et les Madréens de Normandie sont régis par la coutume normande, qui est différente de la coutume mancelle, qui régit le quotidien des Madréens du Maine. Donc, pour ne pas brusquer le régime juridique des uns et des autres, on calque les départements sur les provinces. C'est la raison pour laquelle on va avoir un Madré-Orne au cœur d'un Madré-Mayenne. Mais c'est une enclave au sens propre du terme. À aucun endroit, le Madré-Orne ne touchait le reste du département de l'Orne. Il fallait passer dans la Mayenne pour aller dans l'Orne. Sur le plan ecclésiastique, ça ne posait pas de problème parce que tout dépendait de l'évêché du Mans. Le problème, c'est qu'une fois les administrations préfectorales en place, elles se mettent en devoir d'établir des taxes de département à département. Vous voyez la situation. Un Madréen de l'Orne qui voulait vendre un produit à un Madréen de la Mayenne, boum, taxe. Alors pour ne pas payer la taxe, on allait écouler les produits dans le reste de l'Orne, notamment à la Ferté-Massé, le chef-lieu de canton. On partait avec les charrois, le tombereau, le beugnot, comme on dit ici, mais il fallait franchir la rivière, la Mayenne. Et si aujourd'hui il y a un pont charretier, à l'époque il n'y en avait pas. Il n'y avait qu'un pont piétonnier. Avec les charrois, il fallait passer à gué. Et dans une pétition qu'ils ont signée en 1814, réclamant le rattachement à la Mayenne, eh bien, cette rivière avait un régime de crue torrentielle. Quelquefois en été, il passait bien le gué le matin, il y avait de violents orages dans la journée, une montée rapide des eaux, la rivière sortait de son lit du matin pour le soir. Ce qui fait que le soir, il y avait de grandes difficultés à refranchir le gué. Ça se traduisait, disent-ils dans la pétition, par 2, 3, voire 4 noyés les bonnes années dans la Mayenne par an. Et ça a été la base de leur argumentation, pour obtenir 10 ans après leur attachement à la Mayenne. Voilà pourquoi depuis 1824, on est complètement mayennais. Alors, le coup de la rivière qui sort de son lit du matin pour le soir, je demande à voir. Je suis né ici il y a pas mal d'années, je n'ai jamais vu la rivière sortir d'une façon aussi spectaculaire. Je crois que la crue dont nos ancêtres parlaient était peut-être le fait de la rivière, mais à mon avis, fort probablement et surtout, le fait des gens eux-mêmes qui partaient à jeun le matin et revenaient un peu plus chargés le soir. On incrimine les eaux, je pense que l'eau de vie avait largement sa part de responsabilité. D'autant plus que
Vous savez très bien comment ça se passait. Ils partaient au marché avec le beniot bien rempli. À chaque fois qu'ils avaient vendu quelque chose, d'abord ils prenaient un peu l'acheteur. L'autre il remettait ça, parce que c'est quand même la politesse. Et très généralement, en fin de journée, plus le beniot était vide, plus le gars était plein. C'était absolument proportionnel. Je crois que c'est la raison des noyades. Alors, toujours est-il donc que nos ancêtres sont normands. Et les Normands ont été les premiers à faire du cheval un animal de l'amour. Alors je l'affirme d'autant plus aisément que tous les historiens en sont d'accord. Il y a en effet une pièce irréfutable qui les met tous d'accord, vous la connaissez les uns et les autres, c'est la très célèbre tapisserie de Bayeux, dite de la reine Mathilde, qui a pour objet premier de montrer les scènes de la conquête de l'Angleterre par Guillaume de Normandie, mais dans les franges du haut et du bas, on peut voir des scènes de la vie quotidienne en Normandie au XIe siècle. Et dans un détail qui est reproduit ici, on voit un cheval en train de tracter l'herse. C'est le premier témoignage de l'utilisation des chevaux aux travaux des champs en Europe occidentale, c'est au XIe siècle, et c'est ici l'époque où on va mettre ce territoire en culture. Car ce territoire, qui jusqu'alors s'appelait le passé, était communément appelé le pays du désert. Vous avez des noms de lieux qui rappellent ça ici. Saint-Calais-du-Désert, Saint-Maurice-du-Désert, Saint-Ursin du désert, Saint-Patrice du désert, Manille-Désert. Alors, c'est pas le Sahara, c'est la terre, c'est le désert au sens de population. Et donc, il y a quelques petites colonies agricoles, mais c'est très confidentiel. Et c'est l'époque où ça va être mis en culture. Du fait que Guillaume l'a protégé, ce territoire, des Angevins et des Bretons, déjà, donc, ça élimine ces conflits-là, et surtout à l'intérieur du duché, il fait régner la paix du duc. Vous savez que le fléau à cette époque, c'était les querelles intestines entre seigneurs voisins. Pour 2 arpents de terre, on voulait en découdre. Qui est-ce qui se battait? C'était les paysans qui, au titre des corvées qu'ils devaient aux seigneurs, étaient réquisitionnés comme gendarmes. Ils avaient à peine eu le temps de mettre du blé en terre qu'il fallait tout abandonner pour aller ferrailler. Les troupes, quelquefois, avec les chevaux, passaient là-dessus, c'était sans état d'âme, c'était la misère noire. La paix du duc, ça interdit à tous les vassaux du duc de Normandie de se battre entre le mercredi et le lundi. Autant vous dire, ça laisse peu de temps pour en découdre. À peine le temps d'appeler le banc et l'arrière-banc qu'il fallait tout cesser. Ça a eu un effet bénéfique. Ils ont été moins souvent réquisitionnés pour la guerre, ils ont eu plus de temps pour travailler la terre, les paysans, et il y a eu de ce fait de meilleures récoltes. Qui dit meilleure récolte, et c'est la chaîne des conséquences, dit meilleure alimentation. Meilleure alimentation sous-entend mortalité infantile moindre. Si les enfants ne meurent plus en bas âge, ils grandissent, et il y a un essor démographique. Et là, on va avoir besoin d'espace. Et on va prendre des terres sur la forêt pour mettre en culture. Et ça va être fait ici, directement avec le cheval. Ça aura une incidence énorme au niveau du paysage. En effet, on en a la trace grâce à la conquête de l'Angleterre, parce que Guillaume va emmener les pratiques de l'autre côté. Enfin, il y avait déjà pas mal d'échanges avant d'ailleurs. Eh bien, et vous savez qu'il y a partage des terres. Au bout d'un moment, Guillaume, le duc roi, comme on disait, va chercher à savoir qui en Angleterre possède quoi, à votre avis, pour quelle raison? Ah, la réponse arrive. C'est la réponse. C'est Cyril qui trouve la réponse. Alors? Donner des terres à ses vassaux fidèles. Pardon? Donner des terres à ses vassaux fidèles. Ah ben c'était déjà fait, ils s'étaient partagés les terres entre vainqueurs. Pour agrandir la Normandie. Non, ils cherchent à savoir qui possède quoi. On n'a pas une petite idée. En fiscalité. Bah voilà, vous travaillez à Bercy, vous. Non, je suis capable de faire. Eh oui, pour les impôts. Et il va faire établir ce que les Anglais appellent chez eux là-bas le Domesday Book, l'ancêtre du cadastre anglais. Et qu'est-ce qu'on voit sur cet ouvrage? Que les parcelles ne sont pas référencées en surface, en arts ou en hectares, comme on le fait de nos jours, mais en nombre de furlongs, contraction de 2 mots anglais, furrow, long, longueur de sillon. C'est-à-dire que la longueur, elle est standard, la variable, c'est la largeur. Pour ramener ça au système métrique qui nous gouverne aujourd'hui, ça équivalait à 201 mètres et des poussières. Alors, comment était-on arrivé au furlong? Il semblerait qu'il y ait eu 2 paramètres qui aient joué. D'abord, la distance que l'œil pouvait tolérer pour garder un sillon rectiligne, premier paramètre. Le deuxième, le temps pendant lequel le cheval pouvait produire un effort avant d'éprouver le besoin de souffler. Voilà, un cocktail des deux, et on était arrivé à ça.
Alors, tout à l'heure, si le temps nous y autorise, comme je le disais, on fera le petit parcours de périphérie. Et quand le champ, la pâture des chevaux, il y a une mini ligne de crête, quand la pente s'inverse, on a 3 parcelles qui sont des parcelles d'origine. Elles ont la longueur du furlong. Bordées de haies, car quand on a mis en culture, prenons sur la forêt, on a tout de suite laissé une rangée d'arbres qui a constitué la première haie pour protéger des effets néfastes du vent et assurer la régulation hydrométrique. Et on a relié tout ça, les parcelles entre elles et à l'habitation, par des chemins. Au départ, tout ça, c'est de plein pied. Et comme je le disais tout à l'heure, chez nous, c'est argileux. On passe très rapidement de la poussière à la boue. Si vous rajoutez là-dessus le passage des animaux, alors là, c'est la cata. Ça se salit très très vite. Donc, il fallait entretenir les chemins. Ben, on prenait le rabot, on raclait et on mettait sur le côté, sur la haie, qui au fil du temps va monter sur un talus, pendant que le chemin va se creuser. Et au bout de 3 siècles, eh bien, on va avoir structuré un paysage fait de haies, de vallonnements, de talus, de chemins creux, qu'on appellera a posteriori le bocage, qui est le fruit, le résultat du travail conjugué de l'homme et du cheval. Et on va faire un travail monumental, puisque parti au XIe siècle, comme je le disais tout à l'heure, du pays du désert, on arrive à la fin du XIIIe siècle à ce que les historiens appellent pour cet endroit le monde plein. C'est-à-dire que jamais par la suite, on ne connaîtra une densité d'occupation de cet espace rural égale à celle que l'on connaissait à la fin du XIIIe siècle. Il y a eu par la suite des reculs du fait d'épidémies et de famines, quelques reprises également à la Renaissance et dans l'immédiate avant-Révolution française, mais sans égaler la fin du XIIIe siècle. Et depuis le XIXe, c'est l'hémorragie lente, et on est en train de retrouver ici le pays du désert. Madré, j'ai parlé de la pétition tout à l'heure, de 1814, il notifie dans cette pétition qu'il y avait 400 habitants dans le Madré-Orne, qu'environnait 1800 habitants dans le Madré-Mayenne. Ça faisait au total, si je compte bien, 2200 habitants. Il en reste aujourd'hui moins de 350. Vous pouvez faire le compte de l'hémorragie. Et encore heureux que vous soyez venus cette semaine, parce que la semaine prochaine, c'était pire. Donc, fin du XIIIe siècle, le monde plein. Et puis là, il y a comme un arrêt sur image. La situation se fige. Jusqu'à la Révolution française. Et à la Révolution française, il va y avoir un événement majeur, c'est la nuit du 4 août. Les anciens brillants candidats au certificat d'études, au brevet des collèges ou baccalauréat que vous avez été, se souviennent sûrement de la nuit du 4 août et me répondent en chœur, c'était... L'abolition des privilèges. On applaudit la soliste. L'abolition des privilèges et des droits féodaux. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec le paysage qu'on évoquait. Si, vous allez voir. Parce que, parmi les droits féodaux, le fameux droit d'aînesse, en quoi cela consistait-il? Seul l'aîné mâle héritait du foncier, le cadet à l'armée, le troisième et les éventuels suivants au clergé, les filles, on essayait de les marier, celles qui n'étaient pas mariables, au couvent. Hein, mesdames, vous devriez vous souvenir de la nuit du 4 août. Il y en a qui l'ont échappé belle. Donc, quand saute le droit d'aînesse, on va se mettre à partager les biens, y compris la terre. Et pour matérialiser ces partages, il y aura des plantations de nouvelles haies. Mais cette fois, des haies qui n'ont plus de fonction écologique, des haies de bornage. Alors vous devinez aisément que de génération en partage et en replantation, on va arriver très rapidement à un morcellement excessif qui va générer le besoin justifié d'ailleurs de remembrer. Le fameux remembrement tant décrié, mais dans son esprit, ce n'était pas idiot. Dans la pratique, ça a été catastrophique. Car quand l'idée de remembrement est apparue ici, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, est-il besoin de rappeler, notamment au surlendemain de l'anniversaire, du 75e anniversaire du D-Day, que la Royal Air Force avait préparé le débarquement de Normandie à coup de photos d'une précision extrême. Donc si on avait voulu s'en donner la peine, grâce à ces photos aériennes et à la donnée historique, le furlong, on aurait pu dire, vu d'en haut, oh là, la haie là, 201 mètres, c'est la haie d'origine, on garde. Dans le milieu des haies de partage, on enlève. Il n'en a rien été, on a fait un amalgame de l'ensemble et on a tout bousculé. Donc, d'autant plus qu'en même temps, le tracteur venait remplacer le cheval et ne s'est pas accommodé d'un décor qui avait été pensé, si je puis dire, pour le cheval. Donc, le paysage, il a explosé. La ruralité, elle va imploser. Entendez par là que les fermes vont se vider. Vous voyez cette fourragère, qu'on appelle ici la Grande Charte.
Là, celle-ci. La même que celle-ci a été peinte par Camille Pissarro. On ira d'ailleurs voir lundi après-midi. Hein. C'est dans notre programme, le circuit des toiles de Pissarro. Et il allait chez son ami Ludovic Piette, qui était aussi un petit peintre, un petit impressionniste, on va dire. Il a peint, Ludovic Piette, une scène de moisson à Montfoucault. Eh bien, dans la fourragère, il y a les gerbes et tout ça, mais autour de la fourragère, sur la toile, il y a 14 personnes qui s'activent. Il y avait du monde dans les fermes, il y avait du monde dans les bourgs, car le cheval à la ferme, ça conditionnait la présence dans les bourgs du bourrelier, du charron, du maréchal Ferrand, le bistrot qu'elle avait avec. Ouais, parce que vous arriviez avec la jument pour la faire ferrer, c'était comme chez le coiffeur, les tours 2 ou 3 qui attendaient leur tour. Donc on n'allait pas revenir, on attachait à la boucle et on allait boire un coup. Souvent d'ailleurs c'était la femme du maréchal qui tenait le bistrot, double profit. Eh bien, si un après-midi de semaine, vous passez dans les petits bourgs des alentours, Madré, Saint-Julien, Chevenier, Les Chapelles, la seule animation, ça va être un rideau qui va se lever. Et pour combien de temps encore? On a enlevé le cheval qui était la clé de voûte d'une civilisation, et toute la civilisation s'est effondrée. Vous allez me dire que les champs sont encore cultivés. Oui, mais alors, vous n'avez plus de paysans, hein. Vous avez des exploitants agricoles, des agents de l'agro-industrie. La paysannerie, elle est morte avec le cheval. Alors, donc c'est un long préambule historique pour situer la spécificité de l'endroit bocagé. On a nos spécificités aussi au niveau du vocabulaire. Vous m'avez entendu parler du beugneau tout à l'heure. En fait, le terme académique, c'est tombereau. Mais quand on passe la rivière et qu'on arrive au-delà de Bagnoles, la Ferté-Massé, là-bas, c'est pas le beugneau, c'est le bagneau. Là-bas, c'est bas, ici, c'est bœuf. Un peu plus loin, on a le badet. En allant vers un peu la Manche et puis la région de Caen. Et à 15 km au sud d'ici, après Vilaine-la-Joëlle, en allant vers Laval, ils appellent ça le camion. Vous voyez comme quoi ça peut varier. Alors, spécificité au niveau du vocabulaire, spécificité aussi au niveau des pratiques. Parce que le beugneau, c'était fait pour ramener les fruits, enfin betteraves et carottes à l'automne, les patates, emmener le fumier, les fruits acides, pommes et poires, et puis emmener dans le champ le fumier. Et on baignait, puis on tirait avec le croc à fumier, et ici on faisait des tas tous les 5-6 mètres. Parce qu'après il fallait étaler à la fourche, donc 3 mètres d'un côté, 3 mètres de l'autre. Eh bien, il y a quelque temps, j'avais un groupe de la Sarthe, eux ils me disaient « Ah ben non, chez nous c'était 7 mètres !» Mais il trouvait à l'EPO, vous savez, nous on était plus modeste que ça, 5-6 mètres c'était déjà pas mal, parce que quand vous avez tout étalé dans la journée, vous dormez bien le soir. Donc, quand tout était étalé, c'était enfoui dans le sol. Alors vous avez la charrue de Dombasle ici, porte le nom de Dombasle, qui était un ingénieur de la région de Besançon qui a mis ça au point à partir de l'ARER, avec des réglages déjà sophistiqués au moment de la Révolution française, et c'est ensuite concurrencé par le Brabant double ou réversible, qui porte le nom de la région dans laquelle il a été mis au point, le Brabant Hainaut. Jusque dans la première partie du 19e, les innovations technologiques, c'était dans les grandes plaines du Nord. Ça venait tout de suite vers l'est de la région parisienne, le Seine-et-Marne, la région dite des betteraviers. Et pour venir chez nous depuis Paris, alors là, ça demandait du temps. Vous n'aviez pas le salon de l'agriculture à la porte de Versailles, hein, ni le gros matériel à Villepinte. Pour venir ici, ça venait depuis Paris, année après année, canton après canton, comice après comice. C'est les comices agricoles qui jouaient le rôle de propagateurs du progrès. Et ça pouvait mettre beaucoup de temps. Le cas extrême, c'est le semoir à grains à traction animale. Il n'a pas été utilisé, alors il est connu dès les années 1830, dans des foires expositions. Il n'a pas été utilisé ici avant la Première Guerre mondiale. Vous voyez, on était resté au geste auguste du semeur. C'est poétique, certes, mais 80 ans de décalage, pratiquement. À noter au passage, d'ailleurs, le rôle de la Grande Guerre. Pendant 4 ans, dans les tranchées, vont cohabiter des gars venant de régions dites technologiquement avancées, avec des gars de chez nous, de régions entre guillemets retardées. L'information circule, et les survivants de ce qu'on a appelé la grande boucherie, en rentrant chez eux, vont être enclins à investir dans un matériel dont ils ont entendu parler. D'autant plus que dans le même temps,
se met en place petit à petit le système du crédit, ce qui facilite les investissements. Mais bon, il faut pondérer ce que je viens de dire, parce que même moi qui suis de l'immédiate après-Seconde Guerre mondiale, je me souviens très bien que jusqu'à la fin des années 50, voire tout début des années 60, ici, les gens n'achetaient que s'ils pouvaient payer. On a fait un virage à 180 degrés. Alors, quand on sème, c'est fait pour récolter. Et c'est avec le matériel de récolte qu'il va y avoir, au moment de la révolution industrielle, une frénésie d'innovation pour la traction animale. C'est l'époque où la faux va être remplacée par la faucheuse. Alors, quand je dis va être remplacée, ça demande du temps, hein, ça se met, c'est comme notre transition énergétique que nous vivons en ce moment là. Hein. C'est pas d'un coup de baguette magique. C'est l'époque où la fourche va être remplacée par la faneuse. C'est l'époque où le râteau que vous avez là-bas pendu au mur, vous savez, le grand V là, vous voyez, qui s'appelle selon les endroits la Baden, la Batène, la Rampionne, la Rabanne, la Rampronne. Sur la région de Flers, ils appelaient ça la grand-mère. Parce qu'ils donnaient ça aux grand-mères à traîner l'après-midi, ben, ça les occupait. C'était l'ancêtre de la retraite sportive. C'est donc l'époque où les grand-mères vont être remplacées par la râteuse. Alors, quand j'ai parlé de la faux, là, ça c'est la version herbe. On ne moissonnait pas avec ça. Il faut savoir que jusqu'à la fin du règne, parce qu'avec ça, vous jouez au Mikado, les épis dans tous les sens, c'est pas rentable. Jusqu'à la fin du règne de Louis XIV, on a moissonné à la faucille. C'est à la fin du règne de Louis XIV qu'un esprit ingénieux a eu l'idée d'adjoindre à la faux le javelier, tablier ou appareil que vous avez là-bas. Alors ça, c'est révolutionnaire, parce que ça vous amène, ça vous couche les épis. Eh bien, malgré cet aspect révolutionnaire, vous trouverez des comices agricoles en France qui, pendant pas loin d'un siècle, vont interdire l'usage de la faux dans le cadre de la moisson. Alors vous allez me dire, c'est complètement idiot de refuser le progrès comme ça. Leur raison était d'ordre social, et vous allez comprendre. La fin du règne de Louis XIV, c'est Versailles, la splendeur du roi soleil. Généralement, où il y a le soleil, il y a l'ombre en contrepoint. Et ça a été l'une des périodes les plus sombres de l'espace rural français. Vous avez tout un pan de la population qui survivait, je dis bien survivait, grâce au droit de glane. Alors vous devinez aisément que derrière la faucille, on ne coupait pas à mi-hauteur, on ne coupait pas au ras du sol, on coupait à mi-hauteur, les gravures le montrent très bien. Je vous le mets au défi de faire tout un champ à la faucille en coupant au ras du sol. Le lendemain, vous êtes à l'équerre pour le restant de vos jours. Hein, donc, de ce fait, il restait pas mal de choses à glaner. Alors que derrière la fosse, ça commençait à ressembler à la table rase. C'est pour permettre aux gens de continuer à glaner décemment qu'on interdisait l'usage de la faux. Bon, elle va finir par s'imposer. Alors après, elle va avoir la vie dure. Parce que se met en place la corporation des manouvriers. Des gars qui s'organisent en équipe, en commando, qui louent leurs bras et leurs faux, commencent leur saison dans le sud Mayenne, la région de Château-Gontier, ils montent vers le nord Mayenne et ils terminent sur la plaine de Cé-Argentan. C'est le cheminement des moissonneuses-batteuses aujourd'hui, hein, la nature commande encore là. Eh bien, ces gars-là comprennent très vite que l'apparition de la faucheuse moissonneuse menace leur emploi. Et ils font tout pour s'y opposer. Ils sont quelquefois allés très loin, puisqu'on sait que dans la région, il y a des manouvriers qui, ayant appris qu'un champ allait être passé à la faucheuse moissonneuse, la veille au soir, ils se sont réunis. Ils sont allés déceler des dents de herse. Ils ont disséminé dans le champ. Vous voyez ce qui a pu advenir le lendemain. La barre de coupe qui arrive là-dessus, tout qui casse, pas de pièces de rechange. Les artisans locaux, connaissant pas l'engin, pas trop en mesure de réparer, d'autant plus qu'il y avait urgence, puisque les blés étaient mûrs. Donc, le gars, obligé d'aller retrouver les manouvriers qu'il avait snobés avec son engin pour qu'ils veuillent bien passer dans son champ, situation très inconfortable, qui a dissuadé les gens d'investir. À telle enseigne que plus de 40 ans après son apparition, à Madré, commune de 1700 hectares, en 1900, vous n'aviez encore que 2 faucheuses moissonneuses. Vous voyez la pression qui s'exerçait. Alors elle va petit à petit s'imposer quand même, et elle va être concurrencée par la javeleuse automatique. Alors on entend ça tous les jours, hein. Le prêt, c'est réducteur d'emploi. Alors regardez là, il suffit de comparer. Vous avez la faucheuse moissonneuse, un siège pour le meneur, un siège pour le javeleur. Avec la javeleuse automatique, il n'y a plus qu'un siège. Les râteaux et les automatismes ont remplacé le javeleur. Moins 50% d'emploi.
Qui plus est, derrière la faucheuse moissonneuse, il fallait relever, parce que, vous voyez le tablier, les trucs, les lattes jaunes, là. Bon, ça se montait avec la pédale, puis avec son râteau, le javeleur, il laissait la javelle sur ce qui allait être le passage du cheval de brancard au tour suivant. Donc si on ne voulait pas que le grain reste dans le champ par piétinement du cheval, il fallait vite libérer le passage. Et c'est une tâche qui était confiée aux femmes, qui pour la circonstance étaient appelées les releveuses. Elles étaient avec le petit croissant qui est là-bas, un petit croissant comme une faucille, mais non tranchante, parce qu'avec les femmes, on veut être prudent quand même. Donc elle ramenait la javelle sur l'avant-bras, et elle la transférait latéralement sur un lien en paille de seigle, qu'un gosse de 12-13 ans avait à charge de mettre au sol, en suivant la faucheuse, et une fois sur deux, parce qu'il fallait 2 javelles pour faire une grosse gerbe liée à la paille de seigle. Eh bien, quand vous aviez 2 bons chevaux, un bon meneur, un bon javeleur, pour ne pas freiner la progression de l'engin, il fallait quelquefois 6, 7, voire 8 femmes dans le champ, et elles n'avaient pas le temps de babéner. Alors que là, grâce aux automatismes et à la présence d'un tablier en forme de quart de cercle, les râteaux vont éjecter la javelle en dehors du passage des chevaux au tour suivant. L'outil est autonome. Vous allez me dire qu'il pourra relever quand même. Oui, mais sans avoir la pression de l'engin qui vous arrive derrière. À la limite, ça pourra se faire une fois qu'il a quitté le champ. Et là, 3 ou 4 femmes suffiront, moins 50% d'emploi. Dernier outil à avoir été pensé pour la traction animale, et cette fois aux États-Unis, c'est la moissonneuse lieuse. Alors toujours le souci, vous voyez, de coucher les épis, avec les râteaux là, et présence d'une barre de coupe, et surtout apparition de toiles, ces espèces de tapis roulants là, qui vous montent pas les grains jusqu'au noueur, avec dans la petite boîte jaune que vous apercevez là-bas, de la ficelle, de la cisale, voire pendant l'occupation, comme il y avait blocus, il n'y avait plus d'importation de cisale, on se servait comme ici de la ficelle en papier. Alors là, je peux vous dire qu'il y en a compris des décennies de purgatoire à cause des 1000 bons dieux quand ça cassait. Hein. Parce que s'il y avait le moindre taux d'humidité, c'était à peine réparé que ça recassait derrière, ça vous mettait les nerfs à vif. Ça pouvait atteindre d'ailleurs les 100 000 charretées de bons dieux. Alors, je dois préciser que plus se développe la moissonneuse lieuse, plus régresse, plus disparaît la culture du seigle dans cette région. Car le seigle, il était cultivé essentiellement pour sa paille, pour faire des liens. Et non pas pour faire du pain, comme la mode actuelle venue de la ville pourrait le laisser croire. Ici, le pain était fait avec autre chose. Qui saura me le rappeler? Bon, les Bretons que vous êtes, ça devrait vous. Le sarrasin, voilà. On faisait aussi, c'était le pain noir qu'on faisait.